Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce 39e épisode Voilà, de notre balado, L'état du monde. Alors, Jocelyn, toujours avec moi. Ça fait plaisir de toujours te là, revoir. toujours à Montréal. Bon, toujours à Astana. Ici, c'est la canicule. Oui. Je ne sais pas c'est comment à C'est- Montréal, là, mais il fait froid ce matin, mais ouais, il on fait aimerait froid. bien avoir un peu de chaleur du Kazakhstan. Bon, on va vous en envoyer un petit peu, là. Bon, ben, écoute, tu vois, en milieu de semaine, je me disais, bon. Qu'on va parler cette semaine, il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est business as usual. On va-tu encore parler de la guerre en Ukraine? Ouais, Peut-être les gens commencent à se tanner, peut-être qu'ils ont l'impression qu'on se répète. Puis là, la nuit dernière, moi, je me réveille ce matin, j'ai des notifications des gens qui m'écrivent, ils me demandent qu'est-ce que tu en penses. ouais, Tu te réveilles à 5 heures du matin, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu te rends compte ouais. qu'il y a eu une attaque massive de la part d'Israël contre l'Iran. Donc, ça va être notre premier sujet cette semaine. Puis, en deuxième partie, ben, tu vas nous parler du sommet du G7 qui s'en vient. Ça va être au Canada. Donc, Mark Carney va être l'hôte de ce sommet-là où il va y avoir tous les chefs d'État, tous les chefs de gouvernement des pays du G7. Donc, ça va être la première visite de Trump 2.0 depuis son retour à Ouais, la Maison-Blanche au Canada. On peut s'attendre, je pense qu'on peut le dire, on peut s'attendre à des étincelles, mais il y aura aussi des invités ouais. un peu particuliers. Donc, tu vas nous parler de ça. Donc, c'est l'agenda pour cette semaine. Bon, ben, d'abord, lançons-nous avec le premier sujet, euh, l'Iran, Israël. Est-ce que tu souhaiterais peut-être nous résumer ce qui s'est Écoute, passé ce que j'ai pu voir dans les dépêches ce matin, comme toi, en me levant, quoique hier soir déjà Déjà, c'est plus en ça soirée, c'est commençait ça? à filtrer. C'est une attaque massive de 200 avions de combat israéliens sur l'ensemble des installations du programme nucléaire iranien. Alors, j'ai pas l'impression qu'on fait la distinction entre le civil et le militaire, mais connaissant les services de renseignement israéliens, l'efficacité des services de renseignement israéliens, ils ont visiblement cartographié depuis des années où se situe le programme et puis ils ont frappé. Donc, des installations, mais aussi des individus, Mm. et tu nous en parleras plus en Ouais. détail, des individus, que ce soit le chef d'état-major et des scientifiques qui participent au programme. Alors évidemment, on vient de rentrer dans une nouvelle crise. On va voir comment les États vont se déterminer au cours des Ouais. prochaines heures. Alors, je te laisse la parole, mon cher. Ben c'est ça. En fait, c'est pas la première fois, parce qu'on se souviendra, c'était l'automne dernier, l'Iran Ouais. avait lancé. D'abord, il y avait une première frappe. C'était avec des drones, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Des drones de première génération là, qui Mhm. volent à 2 km/h, là. Donc, Oui, qui avaient à peu près été tous interceptés par le système antidéfense d'Israël. Mais c'est par la suite, l'Iran avait recommencé avec des drones mais avec des missiles balistiques dont certains avaient atteint leur cible. Donc à ce moment-là, il y a quelques mois déjà, l'Iran avait prouvé sa capacité à pouvoir frapper le territoire ouais, israélien. Et là, donc c'est ça, hier soir, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, Israël a attaqué principalement bon, des bases militaires, des endroits où il y avait des avions de chasse, des bombardiers, des endroits où se trouvaient des missiles balistiques. Mais ils ont surtout attaqué la centrale nucléaire de Natanz. Ça, ouais, c'est connu, c'est l'endroit en Iran où les Iraniens développent là, leur programme nucléaire. Et ils ont aussi frappé à certains endroits, mais de façon extrêmement chirurgicale. Puis je vais mettre les photos pour les gens qui nous écoutent, la version vidéo, je vais mettre les photos pour vraiment vous montrer à quel point les frappes ont été chirurgicales. Donc, ils ont ciblé différents scientifiques qui prennent part, qui prendraient part là, au développement du nucléaire iranien, mais ils ont surtout aussi ciblé ni plus ni moins que le chef de l'état-major
ouais, de l'armée iranienne. Donc, ça, c'est l'équivalent de, vous vous en souviendrez, celui là, qui n'est pas en odeur de sainteté avec Trump, le général Mark Milley, ouais. qui a pris sa retraite là, il y a quelques mois. Donc, c'est comme si un ennemi des États-Unis avait tué Mark Milley. Mais Ou au Canada, c'est la générale Jenny Carignan. Donc, ouais. ça serait exactement là, la bonne comparaison. Donc, ils ont tué cette personne-là et ils ont aussi tué des généraux, des hauts commandants, des gardiens de la Révolution. Et Mhm, ils ont aussi tué l'ancien directeur de l'Organisation de l'énergie atomique iranien en plus d'une série d'ingénieurs, de scientifiques. Et puis, comme je le disais, là, les frappes ont, ma foi, été extrêmement chirurgicales. Puis, je pense qu'on avait déjà discuté de l'efficacité des technologies, l'intelligence artificielle, tout ça. Beaucoup de chercheurs, dont moi, disent que par le développement de ces technologies-là, on va en venir à accroître nos capacités à pouvoir frapper de manière très, très, très ciblée des mhm, individus sans avoir à recourir à des moyens qui sont maintenant archaïques, comme des tirs d'artillerie qui inévitablement ouais, peuvent manquer leur cible. ouais. La zone de destruction peut être beaucoup plus vaste qu'initialement prévu, puis on peut en venir à tuer des civils. Donc, par des frappes très chirurgicales, vous voyez sur les photos, ils ont été en mesure là, clairement de frapper des gens qui étaient dans leur appartement. Donc, vous voyez les blocs appartements. Le missile a frappé là, l'appartement, c'est très, très, très précis. Il y a même un missile qui a frappé le mur d'un bloc appartement, puis le trou, de loin, ça a l'air d'un trou d'une dimension assez restreinte. Donc, Mhm, clairement, il visait la personne qui était de l'autre côté du mur. On ne sait pas c'est qui, là, mais mhm. un ingénieur ou un général. Mais peu importe, là, vraiment, Israël a montré sa capacité à pouvoir frapper de manière extrêmement chirurgicale, mais a fait preuve Comme, aussi du fait qu'ils avaient de l'information de voilà. qualité qui provenait de gens qui se trouvent sur place en Iran, qui ont été, tu sais, admettons qu'ils ont ciblé 12 personnes. Donc, ils avaient des informateurs sur place qui ont été en mesure de dire au même moment, voici où ces 12 individus-là se trouvent, et puis ils Mhm. ont été en mesure de les cibler, puis de les tuer. Donc, vraiment, là, tu sais, mais je Mais pense, Israël a toujours performé, hein, ah, ça a toujours, ah oui, ça a depuis toujours, 1967. je Elle pense qu'il va, domine le ah champ oui, guerrier, hein. je pense qu'il va falloir inventer une nouvelle expression pour dire à quelqu'un, fais attention. L'expression, ça va être, fais attention, tu as une Mossad à tes trousses. C'est pas bon signe. Ça veut dire ils vont te trouver à Ouais, quelque part, puis par c'est tous ce les qu'ils font. moyens. Ah oui, puis mais ça a toujours été dans un peu la marque de commerce là, du Mossad. Tu te souviendras, Voilà. les Jeux olympiques de Munich en 72, les athlètes israéliens qui avaient été pris en Tué. otage, qui avaient été tués. Par la suite, là, Israël avait envoyé des agents un peu partout dans le monde pour, un à la fois, Voilà. liquider tous les membres du groupe terroriste qui avaient pris part à cette attaque-là, puis ils les avaient tous liquidés. Il y a eu un problème en Norvège. Ils se sont Oui, trompés. Ils ont assassiné un type qui avait, de ma foi, je pense, la citoyenneté canadienne aussi. je me Mais souviens c'était une plus, personne qui mais avait absolument rien à oui, voir c'est un dans la prise innocent. d'otage. C'est un innocent qui a malheureusement été assassiné. Donc, des erreurs comme ça peuvent se Et produire. c'est, Mais et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'il y a de nombreux pays, particulièrement en Amérique latine ou en Afrique, qui collaborent avec Israël sur les questions de sécurité et de mhm. défense, parce qu'ils sont devenus des as. Ah oui, je pense qu'on peut dire qu'ils sont meilleurs que les Américains là, dans ce Oui, tout domaine-là à parce fait. que vraiment, en tout cas, la frappe a vraiment été exceptionnelle. Et puis je pense que l'idée, je pense pas qu'ils ont été en mesure de détruire le réacteur nucléaire à Natanz parce que c'est souterrain. Puis donc, je pense pas qu'ils ont été en mesure de détruire le réacteur en question, mais ils ont clairement envoyé un message aux ennemis d'Israël, c'est qu'ils ont non seulement la volonté de les frapper, mais ils ont aussi la capacité de les Mhm. frapper et de décapiter potentiellement un Le gouvernement tout leadership. entier, le Ouais. leadership le leadership des forces armées d'un État ennemi. Donc ça, à quelque part, ça peut envoyer un signal aux États qui sont officiellement en guerre contre Israël ou qui auraient l'intention d'entrer en guerre contre eux, qui doivent faire drôlement attention parce que leur tête est mise à prix, là.
tout à Et, fait, euh, tout à fait. et c'est pas une simple menace théorique. Euh, Mm. Si Israël décide de les frapper, ils vont le faire, Ouais. puis ils Alors, vont, comme on dit, ils vont pas les manquer. ouais. Alors, il y a un autre aspect dans cette frappe, et tu l'expliquais la semaine dernière. Est-ce que c'est préemptif ou c'est Préventif, préventif? c'est ça. Donc, la semaine dernière, je parlais des attaques préemptives parce que en 1967, le 5 juin, Israël avait attaqué de façon préemptive ses ennemis, Israël, la Jordanie, la Syrie, puis l'Irak, parce que la menace d'attaque de la part de ces pays-là était considérée comme étant imminente. Donc, Mm. on se rappellera, l'Égypte avait massé ses troupes à la frontière, les pays arabes avaient signé un accord de coopération militaire. Puis il y avait aussi la rhétorique de Nasser, le président égyptien, qui disait on va détruire l'État d'Israël. Donc, mettez bout à bout tous ces éléments-là ensemble. Mhm. Clairement, pour l'analyste rationnel et objectif, pouvant en venir à la conclusion, ben, effectivement, ça semble être le prélude à une attaque de grande envergure de la part de ces pays-là contre Israël. Donc, dans un cas comme celui-là, un pays a le droit d'attaquer en premier Mm. avant de se faire attaquer. Donc, c'est ce qu'on appelle une attaque préemptive. Donc, il y a beaucoup de... donc, c'est ce qu'Israël maintenant plaide. Leur chef de l'état-major l'a répété plusieurs fois dans une conférence de presse que c'était une attaque préemptive contre l'Iran. Puis c'est ça. Je pense que là-dessus, on n'est pas d'accord. Moi, Parce que l'attaque préventive oui, est illégale. l'attaque préventive est illégale. Ça se fonde sur la crainte d'une menace éventuelle, potentielle, dans Ouais, on sait pas combien de temps. ouais. Tandis que l'attaque préemptive, c'est pour se prémunir d'une attaque qui est imminente. Et Voilà. donc, quand on dit imminente, c'est l'attaque, c'est demain matin, c'est dans 2 jours, puis il n'y a absolument aucun autre moyen que d'attaquer en premier, de pouvoir se défendre contre cette menace-là, imposer des sanctions économiques, des embargos, faire preuve de Mm. diplomatie. Il est trop tard, il est minuit moins une, puis la seule façon de se défendre, c'est d'attaquer en premier. Et une attaque comme celle-là, c'est légal en droit international. Ouais. Euh, donc, c'est ça. Donc, le chef de l'état-major de l'armée israélienne a dit que c'était une attaque préemptive. Donc, je pense qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais on va faire un débat, ça va être intéressant. Voici la logique qui me permet de penser qu'effectivement, c'était une attaque préemptive de la part d'Israël. Dans les années 50, les Américains, en fait, jusqu'en 1949, les Américains étaient le seul pays sur la planète à posséder l'arme atomique. Puis Mm. déjà, au début de la guerre froide, en 45, 46, 47, 48, ils avaient des informations selon lesquelles l'Union soviétique cherchait ou en tout cas, développait activement ses capacités pour développer une arme nucléaire. Puis il y avait eu des débats à l'époque à l'effet que, ben, écoutez, si l'Union soviétique en venait à acquérir l'arme nucléaire, ben, il n'y aurait pas menace plus imminente que ça. Puis dans les Mm. faits, c'est vrai, parce que dans le cas des États-Unis ou l'Union soviétique à l'époque, ou la Russie maintenant, si la Russie décidait d'attaquer les États-Unis, ben, les États-Unis seraient détruits en 30 minutes. Mm. Donc, il n'y a pas plus imminent comme menace qu'un pays qui vous menace de vous frapper avec l'arme atomique. Donc, il y avait beaucoup de questions à l'époque. Des gens disaient il faut que les États-Unis attaquent de Tout de manière suite. préemptive Voilà. l'Union soviétique afin de les empêcher de posséder l'arme atomique. Parce que s'ils en venaient à la posséder, ben, ils pourraient nous frapper 365 jours par année, à n'importe quel moment, puis on n'aurait aucun Mhm. moyen de se défendre. Donc, de facto, ça fait en sorte que cette menace-là deviendrait imminente et donc, ce qui nous permet de les frapper avant qu'ils puissent développer l'arme atomique. Par contre, beaucoup de gens ont dit, oui, d'accord, c'est vrai sur papier, théoriquement, ça fait en sorte que la menace est extrêmement imminente, mais l'Union soviétique reste une entité étatique. Et le fait est que les Soviétiques savent très bien que s'ils frappent les États-Unis, ben, les États-Unis vont aussi les frapper en retour. Donc, c'est le Mhm. principe de la destruction mutuelle assurée. Donc, c'est dans l'intérêt de personne de s'attaquer mutuellement comme ça. Ouais. Donc, même si en théorie, la menace est imminente, dans les faits, ça ne constitue pas réellement une menace qui est crédible à Ouais. cause du principe de la destruction mutuelle assurée. Puis la même logique s'est reproduite à la fin des années 90, lorsque la Corée du Nord
commençait à développer son programme Nucléaire. nucléaire. Clinton, qui était président américain à l'époque, avait évoqué l'idée que ça serait hors de question que la Corée du Nord puisse avoir l'arme atomique. Ça serait une menace contre le reste de la planète. Donc, il y avait des scénarios pour que les États-Unis frappent de manière préemptive la Corée du Nord. Ça ne s'est pas fait. La Corée du Nord a développé son arsenal nucléaire. Ils auraient une cinquantaine de Mhm. bombes à peu près. Ils en ont fait Bon. exploser plusieurs. Ils auraient la capacité de frapper le continent américain avec des missiles intercontinentaux. Mais bon, les gens diront, ben voici, c'est pas parce un pays voyou comme la Corée du Nord possède l'arme atomique qu'ils vont nécessairement s'en servir, parce que eux Ouais. aussi savent très bien que s'ils s'en servent contre les États-Unis, ben, les États-Unis vont les frapper puis ils vont être détruits. Ouais, ouais. Le fait qu'ils l'aient pas fait depuis 20 ans semble valider la thèse de la destruction mutuelle La, assurée. la dissuasion fonctionne. La dissuasion fonctionne et puis, Fonctionne. donc en fait, la Corée du Nord a probablement peut-être plus utilisé la menace nucléaire pour faire lever les sanctions économiques contre eux, Voilà. obtenir plus de nourriture, parce qu'on sait que dans les années 90, il y avait un cas de famine Ouais. assez extrême, malheureusement, qui affectait la population nord-coréenne. Maintenant, et c'est ce que j'explique là, dans ce petit livre-là que j'avais publié en Ouais. 2021 pour le 20e anniversaire là, des attentats du 11 septembre. Puis j'explique très bien pourquoi cette logique-là ne s'applique pas avec des groupes terroristes. Donc, l'Iran, c'est une entité étatique. Donc, si l'Iran venait à développer son arsenal nucléaire, les gens pourraient dire, oui, mais c'est le principe de la dissuasion. Donc, c'est sûr qu'ils n'utiliseraient pas cette bombe-là contre Israël parce qu'Israël l'utiliserait en retour contre eux, puis ils se feraient détruire. Je- le point fait du sens, mais le problème, c'est que il y a quelque chose d'assez exceptionnel avec le cas de l'Iran, c'est que c'est un pays, on le sait, c'est documenté, il collabore avec des groupes terroristes, en l'occurrence le Hamas et le Hezbollah. Donc, et c'est là où la menace devient beaucoup plus sérieuse, parce qu'un pays comme celui-là qui en viendrait à développer son arsenal nucléaire, le risque serait crédible qu'ils en viennent non pas à attaquer les États-Unis, la Russie, la Chine ou Israël Mm. eux-mêmes, mais qu'ils en viennent à sous-traiter l'attaque en quelque sorte à un groupe terroriste en leur donnant une bombe sale et le groupe terroriste l'utiliserait après contre un de leurs ennemis. Et le modus operandi d'un groupe terroriste, c'est attaquer par surprise. Donc, la menace d'un groupe terroriste n'est jamais imminente. Parce que contrairement à un État comme l'Égypte en 1967, qui massait ses troupes à la frontière d'Israël, Mhm. qui a ordonné une mobilisation générale de ses forces armées, qui signe des accords militaires avec les autres pays, je veux dire, On le constate. on le constate, on le voit. Tandis que Ouais. le groupe terroriste, et c'est le modus operandi, il cherche toujours à identifier la vulnérabilité qu'on ne perçoit pas et il Mm. l'exploite à 100% et il nous frappe toujours par surprise, rendant la menace du groupe terroriste jamais imminente, contrairement à la menace provenant d'un groupe étatique. Et je pense que c'est là où à mon avis, c'est là où la logique israélienne fait du sens parce que, en raison du fait que l'Iran collabore étroitement avec des groupes terroristes. Puis c'est pas la première fois. En 2008-2009, l'Iran, c'était Ahmadinejad qui était le chef du gouvernement, Président. le Ouais. président, la centrale nucléaire de Natanz avait été attaquée par un virus, un virus informatique, Ouais. Stuxnet, un virus hyper développé, qui n'a pas été développé par deux, trois gars en bobette dans leur sous-sol. Là, il y avait clairement des entités étatiques qui ont financé tout ça. Donc, les gens soupçonnent que c'est les États-Unis ou Israël et les États-Unis ensemble qui ont financé tout ça. Donc, par une clé USB, le virus s'est infiltré dans le système informatique de la centrale de Natanz et quelqu'un à distance a pris le contrôle des centrifuges, les a fait tourner à grande vitesse et ils ont explosé. Puis à ce moment-là, les gens ont dit que ça avait fait reculer le développement du programme nucléaire iranien de entre 2 à 5 ans. Mais il faut se reporter à l'époque. Il y a trois aspects. Premier aspect, à l'époque, comme c'est le cas aujourd'hui, l'Iran collaborait avec des groupes terroristes. Deuxièmement,
l'Iran cachait à la communauté internationale son programme nucléaire. Tout à Donc, fait. si vous cachez votre programme nucléaire, puis en plus vous collaborez avec des groupes terroristes, c'est pas bon signe, ça rend la menace assez crédible. Puis rajoutons à ça le troisième élément, Ahmadinejad, dans sa rhétorique, c'était je ne reconnaîtrai jamais l'État d'Israël et si un jour j'ai l'occasion de les rayer de la carte, je vais le faire. Donc, vous Voilà. avez la menace, la collaboration avec les groupes terroristes et le fait qu'on cache à la communauté internationale un programme comme celui-là. Mettez ces trois éléments-là ensemble, ça rendait la menace pas imminente, mais ça la rendait crédible. Puis dans le Mhm. cas actuel, l'Agence internationale de l'énergie atomique a affirmé il y a quelques jours à peine que les Iraniens ne collaborent pas avec Mhm. l'agence. Donc, leur programme de développement nucléaire, ils ne collaborent pas avec nous. L'Iran a toujours cette rhétorique-là de destruction d'Israël, puis ils l'ont prouvé l'automne dernier en lançant des drones, mais aussi des missiles balistiques. Et ils Mhm. collaborent toujours avec des groupes terroristes, dont le Hamas et le Hezbollah. Donc, encore une fois, pour moi, la situation est la même qu'en 2008-2009, lorsque le Mhm. virus informatique Stuxnet s'est attaqué à la centrale de Natanz. La situation est la même. Les éléments sont exactement les mêmes. Donc, et c'est la raison qui m'amène à penser, à croire que l'attaque était une attaque préemptive, non pas en vertu des règles internationales mises en place en 67 dans le cas de la guerre des 6 jours, mais une adaptation des règles en fonction d'une réalité très précise qui est celle d'une entité étatique qui collabore avec des groupes terroristes. Alors, je suis en accord à peu près sur tout ce que tu as dit, mais là où j'ai des interrogations très fortes, c'est de dire, oui, l'Iran collabore avec des groupes terroristes, mais cette collaboration irait-elle jusqu'au transfert d'une arme atomique à ce groupe terroriste pour éviter d'être celui qui aurait frappé Israël avec une arme atomique? Ce serait plutôt le groupe terroriste qui utiliserait cette arme atomique. Je pense qu'il y a des contraintes, des obstacles techniques qui font en sorte qu'il est difficile de transférer une arme nucléaire à un groupe terroriste et que ce groupe terroriste puisse l'utiliser efficacement. Il y a deux cas de figure ici dans l'utilisation de l'arme atomique. C'est ou bien vous avez une arme complète que vous pouvez larguer ou envoyer avec un vecteur, que ce soit un avion ou Un un missile, missile, et que cette arme exploserait selon ce que l'on comprend de l'explosion nucléaire, celle que on a déjà vue à Hiroshima et Nagasaki, tuant 50 000, 100 000 personnes. Ça dépend évidemment où l'arme atterrit, quelle est la cible exacte de l'arme. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième, c'est celui de la bombe sale, c'est-à-dire que elle ne va pas exploser sur le modèle nucléaire classique, mais elle va exploser comme une bombe conventionnelle, puisque pour faire exploser le noyau nucléaire, il faut des armes ah oui, conventionnelles. Alors, elle exploserait et elle diffuserait son matériel nucléaire dans l'endroit où elle atterrirait, causant des dommages, certes importants, mais qui sont limités par rapport à une vraie arme oui. nucléaire. Le vrai dommage ne serait pas l'explosion en tant que telle, ce serait la radioactivité La qui en radioactivité. découlerait. Ouais. Alors, est-ce que tout ça se peut? Euh, Peut-être que théoriquement, oui, mais ça fait 30 ans qu'on parle de ça. Ça fait 30 ans qu'on dit que un jour, il y a un groupe terroriste qui va avoir une arme nucléaire puis qui va menacer les Occidentaux. C'est jamais arrivé dans tous les scénarios qu'on a développés. Donc, moi, je doute que l'Iran ferait ça, d'autant plus que le jour où le groupe terroriste en question obtient la bombe, la vraie bombe ou la bombe sale, ce groupe terroriste pourrait se retourner contre l'Iran et utiliser ces armes-là contre l'Iran. Donc, je pense que tous ceux qui obtiennent la bombe atomique voient leurs ardeurs refroidies considérablement
parce qu'ils se rendent compte euh, des conséquences Mm. de l'utilisation d'une arme atomique. C'est la même chose pour la Corée du Nord. Oui, eux autres aussi, ils voulaient incinérer la Corée du Sud, puis le Japon, puis Washington. Puis au fur et à mesure où ils développent leur armement nucléaire, ben, je pense qu'ils se rendent compte ils pourraient l'utiliser seulement s'il y a un danger imminent de destruction de la Corée du Nord. Donc, pour moi, la logique de dissuasion prévaut entre l'Iran et Israël, parce que je ne crois pas que le groupe terroriste pourrait obtenir cette arme. Mais voilà. Ouais. En fait, c'était l'argument utilisé en 2003 par Bush contre l'Irak. Oui, L'Irak développe des armes de destruction massive, bactériologiques, chimiques. On se chimique. souvient de la fiole d'anthrax que Colin Powell a présentée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et Ouais, Saddam Hussein, son régime étant en collaboration avec des membres d'Al-Qaïda. Et ouais, Bush, à l'époque, avait dit, la menace est imminente. ouais, tout à fait. On doit intervenir maintenant, on n'a pas de temps à perdre. Parce que si ils en venaient à finaliser leur programme d'armes de destruction massive, une arme comme ça part entre les mains d'un groupe terroriste, puis elle disparaît, puis on la retrouve simplement au moment où le groupe en question l'utilise dans le centre-ville de New York, Washington, Londres ou Paris. Ils sont intervenus pour finalement se rendre compte qu'il n'y avait absolument pas de programme de développement d'armes chimiques, bactériologiques en Irak, puis que l'Irak n'était pas en collaboration du tout avec Al-Qaïda. Euh, mais je pense que dans le cas de l'Iran, les liens avec des groupes terroristes Ont et- avéré. sont avérés, sont établis. Puis le fait qu'ils développent un programme nucléaire, c'est pas une fantaisie, là, comme c'était le cas dans des Non, armes non, pas du tout. bactériologiques en Irak. Ils le font. L'Agence internationale de l'énergie atomique est parfaitement au courant de ça. Donc, la situation est différente de celle de Mhm. 2003. La question du transfert, de la possibilité qu'une entité étatique transfère une bombe sale à un groupe terroriste, euh, moi, je répondrais à ça, une question un peu naïve. Est-ce qu'on veut courir le risque? Est-ce qu'on peut se permettre de courir le risque alors qu'on a la possibilité maintenant, de manière chirurgicale? La question serait peut-être différente si la seule façon d'empêcher cette menace-là, ce serait une invasion à grande échelle, alors qu'on sait les conséquences que ça peut avoir sur les Ah ben populations non. civiles, puis à quel point ça peut jeter le chaos dans une région tout entière. Mais si on a la possibilité, par des frappes extrêmement chirurgicales, d'atténuer la menace ou, dans le meilleur des cas, de Mhm. l'éliminer complètement, pourquoi est-ce qu'on se refuserait C'est sûr. cette Et, alternative non violente à la guerre qui et il y entraîne... a, et il y a le facteur que Israël subit des menaces depuis sa création. Et le seul pays qui est sous menace depuis sa création et qui fait que à chaque fois c'est existentiel, particulièrement Oui, là oui, avec l'arme oui. nucléaire, c'est vraiment existentiel. Le terrorisme n'est pas une menace existentielle, Non. mais le nucléaire en est un. Ouais. Et donc, on peut comprendre que les Israéliens veulent l'éviter. Ouais. Écoutez, Voilà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Bon, ben écoute, là, je te laisse maintenant nous parler du gros, du du gros G7. party diplomatique qui s'en vient à Kananaskis. Voilà. Alors écoute, au moment où nos auditeurs vont nous écouter ou nous voir, va s'ouvrir dimanche à Kananaskis, en Alberta, le sommet du G7, qui regroupe évidemment les 7 grandes puissances industrialisées occidentales. Et on est rendu, je crois, c'est la 49e rencontre. Donc, l'année prochaine, on soulignera le 50e anniversaire. Donc, ça réunit les 7 chefs d'État de ces puissances-là et d'autres chefs d'État sont invités à participer à certains débats et non pas à tous les débats. Il faut faire attention quand on dit Zelensky va être là, maudit, peut-être le prince d'Arabie Saoudite, quoique je pense qu'il a annulé au moment où on se parle. Oui, ils viennent à Kananaskis, mais ils n'assistent pas à tous les débats
auquel assistent les 7 grandes puissances, auquel il faut ajouter l'Union européenne, qui est le 8e membre, mais on appelle ça le G7 de toute façon. Comme aujourd'hui, le G20 a 21 membres depuis que l'Union africaine a adhéré officiellement l'année dernière, mais on continue à dire le G20 et non pas le G21. Donc, moi, ce qui m'intéressait dans cette grande rencontre qui, comme tu le disais, va certainement produire quelques frictions. D'ailleurs, la première friction s'est produite cette semaine, mais elle a été rapidement étouffée. C'est celle de la publication d'un communiqué final. Donc, il n'y aura pas ce communiqué de 36 pages qu'on publie habituellement au G7 parce qu'il y a trop de sujets où les 7 ne S'entendent s'entendent pas. pas, en particulier sur l'Ukraine, mais là, évidemment, sur le Proche-Orient, c'est particulièrement ce qui se passe à Gaza. Donc, tout le monde s'est entendu pour ne pas s'entendre sur certaines choses et de ne pas publier, de ne pas tenter de publier le communiqué. Il y aura donc des déclarations, soit en commun, soit en individuel, parce qu'il y a toujours des différences, sur la vingtaine de questions qui sont abordées au G7. Parce que le G7, on oublie souvent, ça a commencé sur le plan économique, mais ça s'est développé au fur et à mesure des années sur des questions de géopolitique, de diplomatie. Et ça prend souvent beaucoup de place. Alors, juste à titre d'exemple, l'année dernière, le G7 avait publié une déclaration de 36 pages, dont 3 sur l'Ukraine, 2 sur Gaza, 3 sur l'Indo-Pacifique, Mm. 2 sur l'Afrique, et puis tous les autres sujets ont suivi. Donc, tu vois, c'est très riche comme communiqué de presse, C'est, et habituellement, c'est des engagements, mais ouais. qui ne sont pas contraignants. Ben, ça me rappelle le communiqué final de la dernière réunion des BRICS à Kazan en Russie. Le communiqué faisait à peu près là, une trentaine, une quarantaine de pages Voilà. aussi, avec toute une série d'objectifs là, qui allaient chercher à réaliser au cours de la prochaine année. Oui. Et même chose pour le G20 aussi. Alors, je reviens à cette idée d'inviter d'autres chefs d'État. Et ce qui faisait controverse cette semaine, et ça va continuer évidemment ce week-end et puis la semaine prochaine, c'était l'invitation faite à Narendra Modi, le premier ministre indien. Puis ensuite, il y a eu l'invitation à Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie saoudite. Alors, les gens se sont demandé comment se fait-il qu'on invite des dictateurs ou des dirigeants autoritaires à ce G7, et en particulier l'Inde, compte tenu de la situation entre l'Inde et le Canada, suite à Mhm. l'assassinat d'un ressortissant canadien de confession sikh qui a été tué en Colombie-Britannique l'année dernière. Non, en 2023, pardon, et on s'est demandé qui avait ordonné pratiquement Mhm. cet assassinat. Puis Et corrige-moi si je me trompe, mais ça avait amené tant l'Inde que le Canada à expulser alors, des ce qui diplomates. est arrivé, c'est que les services de renseignement canadiens ont fait l'enquête et ils ont remonté ça jusqu'au bureau du premier ministre indien. Et ils ont présenté leurs conclusions au premier ministre, ce qui a fait en sorte que le premier ministre s'est levé en chambre, Trudeau s'est levé en chambre pour accuser le gouvernement indien d'être responsable de l'assassinat de ce militant, au même titre que la CIA avait déterminé que c'est Mohammed Ben Salman qui avait ordonné l'assassinat du journaliste Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul. D'une manière Alors, assez... ouais, épouvantable. ouais. Et effectivement, le type a été dépecé. Alors, est-ce qu'on devait inviter Modi à Kananaskis? Plusieurs des éditorialistes, mais aussi les gens du lobby pro-sikh ici au Canada ont dit, il n'y en est pas question, on n'a pas d'affaire à inviter ce personnage. Moi, j'ai écrit un texte dans le Devoir cette semaine pour dire, au contraire, il faut l'inviter. D'abord, l'invitation, elle n'est pas pour un voyage officiel au Canada.
où M. Modi serait reçu à Ottawa avec le dîner d'État et puis les discussions sur les rapports entre les deux pays. Modi est invité dans le cadre d'une manifestation internationale, le G7, dont l'hôte est le Canada. Et Modi assiste à tous les G7 depuis 2018. Et en plus, il a de puissants alliés au G7. Évidemment, Trump, qui aime bien ce genre de personnage autoritaire, mais il ne faut pas oublier que les Français ont vendu des dizaines de rafales Oui, à l'Inde et que l'Inde a passé des commandes énormes de Airbus. Je crois qu'ils sont rendus à 200 ou 300 Airbus. oui. Alors évidemment, ça fait en sorte que certains dirigeants se disent, oui, c'est vrai, il a fait tuer un activiste au Canada, mais d'une certaine façon, les Canadiens l'ont peut-être un peu cherché parce que il n'arrête pas de fermer les yeux sur les activistes sikhs. D'ailleurs, c'est Stephen Harper qui a rappelé ça dans un discours il y a une dizaine de jours en s'adressant aux trois chefs de partis fédéraux et en leur disant, arrêtez de courtiser les radicaux sikhs pour obtenir des votes. Donc, c'est La question sikh au Canada, ça remonte pas à il y a juste une dizaine d'années, là. C'est en 86, le fameux vol 82 ou dans les années 86, 80, le fameux vol d'Air ouais, India qui avait qui a explosé. explosé. Puis bon, Ouais, ben, il y avait des ramifications de tout certains à membres de la fait. communauté sikh qui se trouvaient au Canada, là. Donc, c'est Et un moi, problème qui remonte à... il y a quelques années, je pense même quand cet activiste a été assassiné, j'ai fait une chronique dans la presse suite à une entrevue réalisée avec Ugel Dossange, Oui, ancien premier ministre de Colombie-Britannique, Colombie-Britannique. ancien ministre de C'est- Chrétien, qui est lui-même sikh et qui avait été attaqué par un sikh radical en Colombie-Britannique. Il a failli mourir. Hmm. Et lui, il m'avait dit, écoutez, la communauté est rongée par les radicaux sikhs qui évidemment tiennent en otage une partie de Ben cette oui. communauté et donc certains députés sikhs que l'on retrouve au NPD, chez les conservateurs ou les libéraux, Oh, ça transcende les et partis, là. Ah oui. ça transcende Ah les oui. partis. Et la communauté sikh, c'est quand même près d'1 million de personnes au Canada, principalement en Colombie-Britannique et en Ontario, et ça pèse Mhm. dans 10 ou 20 circonscriptions électorales. Alors, monsieur Carney a perdu par trois sièges, hein, C'est sa ça. majorité. Depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les élections au Canada sont pas mal serrées, là. Les méga Très serré. majorités, comme à l'époque de Chrétien puis Mulroney, c'est fini, là. Donc, Donc chaque là, vote compte. on reproche au Canada de fermer les yeux sur les activités des radicaux sikhs, mais ça vaut pour d'autres communautés ethniques ou Mhm. religieuses, euh, c'est-à-dire cette ingérence constante dans la politique étrangère pour essayer de l'influencer au mépris de l'intérêt national. C'est ça. Donc, Moi, je c'est. me dis, les gens viennent au Canada pour laisser derrière eux les problèmes qu'ils ont quittés. Pas pour rien qu'ils viennent ici. C'est parce qu'ils fuient leur pays en général. Ça Et devrait être donc, comme ça, oui. et donc s'ils viennent importer leurs problèmes ici, ben, ça cause un problème Ben, pour nous ça à nous en- définir notre politique ça. étrangère Ça nous empêche d'avoir une politique étrangère qui va être axée sur les intérêts nationaux du du Canada. Canada, de les prendre en otage parce qu'ils essaient de tirer la couverte chacun de leur côté. Puis ça, à un moment donné, dans le cas par exemple du lobby palestinien versus le lobby israélien, ben, Voilà. ça pourrait un jour entraîner une escalade de violence, essentiellement une transposition de ce conflit dans une autre région qui viendrait exploser chez nous à Ah, l'intérieur de nos déjà, frontières. déjà, on le voit par les actes d'antisémitisme, par exemple, qui Oui. augmentent énormément, que ce soit au Canada, en France, en Europe, en général. Donc, moi, ce que je fais valoir, c'est invitons Maudit parce que c'est une manifestation internationale dont nous ne sommes que les autres. Passons des messages, bien entendu. Puis ensuite, inviter Maudit, c'est aussi regarder vers l'avenir. Maudit n'est pas éternel.
il y aura peut-être un autre gouvernement qui sera plus modéré, parce que Modi représente quand même une radicalisation du système politique en Inde. Ça, il faut être clair là-dessus. La répression contre les musulmans en particulier. Et donc, euh, nous, on veut avoir des relations avec les nouvelles puissances émergentes, puisque toute la philosophie de Marc Carney, c'est la diversification de l'économie canadienne et en particulier du commerce international. Alors, il regarde au-delà des États-Unis qui pourraient être nos nouveaux partenaires. Il regarde vers l'Europe, mais quand tu regardes bien l'Europe, tu te rends compte que leur économie est à bout de souffle pour l'instant. C'est pas un marché aussi grand que le marché indien, hein, 1,4 Et milliard de personnes. le marché asiatique, il y a 4 milliards d'habitants en Asie, là. Et là, on est en froid avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, euh, pas nécessairement de très bonnes relations avec d'autres pays d'Asie, qui ne sont pas tous, en fait, il y a une minorité de démocratie en Asie. Mhm. Parce qu'à un moment donné, le discours de Carney pendant la campagne électorale, c'était de dire, on va parler et faire des affaires avec les gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Ça ne parlera pas à grand monde, hein? Et la Chine n'est pas un pays qui a les mêmes valeurs que nous en Asie. Ben, en Asie, il n'y a pas grand monde qui a les mêmes valeurs qu'au Canada. Moi, Ils j'ai sont- compté 5 pays Ben, c'est ça, si on d'Asie. s'en tient uniquement à la démocratie, des élections libres et compétitives, puis une culture démocratique, il y a le Japon, La Corée du la Sud, Corée du Sud qui aime ça avoir prendre ses présidents une ouais. fois de temps en temps, une couple de coups d'État, là. Après ça, Taïwan, Taïwan, oui. Taïwan. On pourrait inclure les Philippines et la Malaisie en étirant un peu. Mais tout le reste, le Vietnam, Ouais. dont on compte beaucoup pour développer notre stratégie Indo-Pacifique, Parti communiste, le là, il est au Laos, pouvoir. le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie, le Bangladesh, le Pakistan, parce que l'Asie, c'est pas juste l'Asie de l'Est, là, ça Oui. s'étend même jusqu'à Israël, mais disons qu'on Puis on va pas ajoutons, inclure, on pourrait même aller jusqu'à ajouter l'Asie centrale, voilà, qui est en Asie. les Donc, 5 beaux stands où tu habites, donc ils sont pas tous non, pas- la seule démocratie dans cette région-là, c'est la Mongolie. On Alors, l'oublie, mais imagine, imagine. Donc, je reviens à l'idée que oui, il faut l'inviter parce qu'il faut voir plus loin et se dire, nos prochains partenaires pour notre diversification économique et commerciale, c'est l'Asie et il faut se tourner vers l'Asie. C'est bien beau l'Europe, ils sont gentils, on est des Européens d'origine, mais vraiment, là où ça se passe pour les 20, 30 prochaines années, c'est en Asie. Donc, on invite Modi. Mohamed Ben Salman a annoncé qu'il était invité, mais qu'il ne viendrait pas. Et je rappellerai que dans des G7 antérieurs, on a déjà invité, par exemple, en 2019, le Rwanda et l'Égypte. Comme tu sais, le Rwanda s'est spécialisé dans l'assassinat de ses opposants à l'étranger, puis comme le font ils ont le même président depuis 95 à peu près, 95. Kagame. L'Égypte, c'est pas particulièrement du beau linge, hein. Alors, donc, et en 2023, on avait invité le Vietnam et les îles Comores, là encore, des pays qui ne sont pas réputés pour leur système démocratique. Non, Donc, on doit faire le pain avec le blé qu'on a. Et je pense que lorsqu'on participe au multilatéralisme, on peut choisir nos amis, mais on ne peut pas choisir tout le monde non, lorsqu'on c'est ça. participe au multilatéralisme. Et Ça- donc, il va falloir s'y adapter. Puis le Canada semble avoir beaucoup de difficultés à s'adapter à cette nouvelle réalité. ouais. Ben, Voilà, mon cher. ça, ça me rappelle, parce que tu avais pris part à la définition de cette théorie-là, lorsque Stéphane Dion était ministre des Affaires étrangères, cette tension entre la, la sociologie de de Max Oui, Weber, l'éthique des convictions oui. versus l'éthique de la responsabilité. La Euh, conviction responsable, la con- c'est ça, donc, c'était ça le discours que j'avais écrit pour Stéphane Dion. Et on a des convictions, on les exprime, mais en même temps, on doit le faire en toute responsabilité, mm, c'est-à-dire on est face au monde tel qu'il est, c'est ça. on doit le prendre comme tel Puis qu'il on, est, puis on peut et pas, puis,
on peut pas penser, espérer que nos convictions, nos valeurs vont pouvoir être exportées comme ça ailleurs et qu'elles vont être acceptées par ces pays-là, là. D'autant plus que nos valeurs, parfois, on les tord un peu, hein, pour Oui, obtenir des contrats, et puis on ferme les yeux sur le Rwandais, sur l'Égyptien, sur le Saoudien, mais on dénonce Poutine et les autres, et ouais, c'est évidemment, ça. on a le droit de le faire. Alors, voilà. Non. Ben, c'est intéressant, je dis ça très rapidement. J'ai un de mes étudiants au doctorat qui écrit justement un texte sur, puis qui utilise ta théorie, en fait, pour OK. essayer de comprendre pourquoi l'Union européenne, qu'une partie de sa politique étrangère est fondée sur la promotion de certaines valeurs, donc des droits Ouais. humains, mais pourquoi, avec ses relations internationales avec certains pays de la région où il y a un recul en matière des droits humains, ils font pas ce à quoi on devrait s'attendre. Puis dans Hmm. l'esprit de beaucoup de personnes, c'est ah, vous respectez pas les droits humains, on déchire les contrats, on se retire de chez vous, puis c'est inacceptable. Donc, ils essaient de voir comment c'est possible d'affirmer ses convictions sans nécessairement se mettre à dos à peu près tout le monde. Donc, c'est Et surtout, si c'était juste quelques petits pays d'Afrique sous-développés, on peut s'en passer. Mais ce sont les nouvelles puissances émergentes sur ah la non, scène c'est ça. internationale. Le Fonds monétaire international, l'année dernière, a dit la croissance au cours des 5 prochaines années sur la planète, il ne faut pas l'attendre de l'Europe, il faut l'attendre des BRICS. Ben, si tu as vu la liste des membres des BRICS, il n'y a pas beaucoup de démocratie là-dedans. Non, Mais ils ont des taux de croissance de 7-8%. Ils ont une démographie qui va écraser complètement les Occidentaux dans 10-20 ans. On sera même plus parmi les 20 pays les plus ah non. populeux. Le seul qui va rester, c'est les États-Unis, qui continuent à avoir un grand dynamisme démographique, mais pour tous les autres, c'est fini. Là, c'est le déclin, c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, ben écoutez, ben, merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié notre 39e épisode. On va en faire un la semaine prochaine, un Oui, 40e, mais éventuellement, là, dans le courant de l'été, on va prendre des vacances. Donc, il y aura une interruption là, pour quelques semaines. Donc, on va vous en reparler. Je ne sais pas si ça va être en juillet ou au mois d'août, mais ça va se produire un certain moment pendant l'été, pendant quelques semaines. On va prendre un petit break, comme on dit. Mais c'est ça. Mais d'ici là, ça va nous faire plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour le 40e. Puis écoutez, n'hésitez pas à partager l'épisode, l'émission sur vos réseaux sociaux, à en parler à vos amis. À chaque semaine, je vois les statistiques, graduellement toujours, de plus en plus de gens qui nous suivent sur YouTube, les téléchargements aussi sur les plateformes audio augmente lentement mais sûrement. Donc, c'est très encourageant. Donc, ça nous encourage après le petit break de l'été à recommencer pour une deuxième saison. Donc, écoute, un grand merci à tout le monde. Puis, on vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir. au revoir.